Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Près d'une semaine que la France et une partie de l'Europe font face à la gronde du monde agricole. Parmi ces problématiques, celle de la situation des jeunes agriculteurs. Comment améliorer leur situation et comment surtout leur donner envie aux jeunes de s'engager sur cette voie. On en parle avec nos invités dans quelques instants. À l'occasion de la 10e nuit des livres d'Harry Potter, nous allons nous replonger dans l'univers du sorcier le plus célèbre du monde. Mais avant cela, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier avec son invité de la semaine, l'acteur Selim Keshiouch. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité éducation du jour avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec les réactions au discours de politique générale de Gabriel Attal. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont contrastées. L'école est la mère des batailles. Voilà le message qu'a martelé hier le Premier ministre Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a fait une part belle, on le disait hier, au sujet en lien avec la jeunesse. Généralisation du SNU, accent mis sur la santé mentale des plus jeunes, ou encore travaux d'intérêt éducatif. La liste est longue du côté des annonces, avec franchement certaines annonces un peu inédites, un peu inattendu. Alors côté gouvernement, évidemment, on se félicite de cette prestation. Rachida Dati, par exemple, la nouvelle ministre de la Culture, se réjouit au micro de France Inter qu'il y ait quelque chose de Nicolas Sarkozy chez Gabriel Attal. C'est le style de sa génération, très engagé, jeune, dynamique. C'est le style de sa génération. Vous n'avez pas vu la référence à Nicolas Sarkozy? Non mais c'est bien, moi je vous remercie de ne jamais oublier Nicolas Sarkozy, et sous le meilleur angle, puisque vous le présentez comme ça, donc je me réjouis qu'il y ait quelque chose de Nicolas Sarkozy en lui, si je puis dire. Bon, alors si on est content du côté de Rachida Dati et du gouvernement, côté syndicat, on grince un peu plus des dents sur la question des travaux d'intérêt éducatif. Voilà ce que dit Bruno Bobkiewicz, le secrétaire général du SNPDEN. Il va falloir qu'on nous précise en quoi ça consiste et qui va devoir porter cette responsabilité, les établissements scolaires ou le côté justice. Ce sont des pratiques qu'on utilise déjà dans les établissements scolaires. C'est le syndicat national des personnels de direction. Sur la question de la généralisation du SNU, là aussi ça coince et ça grince des dents. On est sur une expérimentation, dit-il, qui se fait sur la base du volontariat. Les élèves qui y participent sont plutôt contents du dispositif, mais pour nous, il fallait s'arrêter là. L'inspection générale estimait il y a quelque temps que cette généralisation coûtait 2,5 ou 3 milliards d'euros. C'est 50 000 postes d'enseignants. Il faut savoir ce que l'on veut et quelle est la priorité. Et puis il parle aussi de 2 semaines de cours perdus avec la généralisation du SNU. Sur la question des travaux d'intérêt éducatif, Dominique Simonneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, a réagi ce matin sur France Inter. Et elle n'est ni pour ni contre les annonces gouvernementales. Elle propose d'autres pistes pour la question de la délinquance des mineurs. Moi, je ne peux pas dire c'est une bonne ou une mauvaise idée. Certainement, si le Premier ministre l'a eu, c'est que c'est une très bonne idée. Mais je préférerais qu'il commence par réarmer le sens civique des enfants enfermés en leur apprenant quelque chose, en leur donnant les cours et en leur donnant les moyens, donnant aux professeurs les moyens de leur apprendre quelque chose. Or, les enfants enfermés ont 4 à 5 fois moins d'heures d'enseignement que leurs camarades de dehors. Et c'est totalement anormal quand on y pense, mais la simple logique veut ça. La ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, au centre de la polémique depuis plusieurs semaines, a pris la parole. Elle se dit, je cite, « symbole d'une caste privilégiée à abattre ». Oui, les mots sont forts et à la hauteur de la cabale médiatique dont elle se dit victime. Si elle admet une faute qu'elle ne sait si elle pourra se faire pardonner, elle tente de l'expliquer. Ce que j'ai découvert avec l'évocation maladroite, erronée, fautive d'un souvenir, il peut jaillir un torrent qui éclabousse tout jusqu'aux choix les plus intimes, une mécanique qui voudrait balayer tout ce qui a été construit, salir tout ce qui peut l'être. Et elle a poursuivi, au sein même du Parlement, on voudrait faire de moi le symbole d'une caste privilégiée à combattre, à abattre, alors que la seule chose que j'ai héritée de ma famille, c'est l'amour du travail bien fait, du goût de l'effort, la passion du mérite. Et c'est tout ça qui fait que le sport est mon milieu naturel. Rappelons qu'elle est épinglée pour un certain nombre de scandales par rapport à des prises de parole sur les enseignants du public, par rapport à des choix aussi de privatisation de l'enseignement de ses enfants et aussi par rapport à des rémunérations perçues au titre de la présidence de la Fédération française de tennis.
Et dans ce contexte général, le mouvement de grève s'annonce très suivi demain. 40% de grévistes. Voilà ce qu'annonce le principal syndicat d'enseignants, le FSU, SNUIPP, dans le premier degré, donc les profs des écoles, 60% à Paris, on le disait hier. Rappelons qu'il y aura déjà une centaine de fermetures a priori d'établissements scolaires à Paris. Avec la profession communiquée de FSU, SNUIPP, il faut des moyens pour que les personnels puissent exercer leur métier sereinement. La fédération continue de porter un projet émancipateur pour l'école qui permette à tous les élèves de réussir. Ce message sera porté le 1er février dans la rue et lors des mobilisations à venir. Affaire à suivre. Terminons, Guillaume, avec cette étude qui risque de faire parler beaucoup dans les prochains jours. 30 000 cas d'asthme seraient évitables chaque année à l'école pour les 6-11 ans. C'est en tout cas le chiffre choc qui a été dévoilé aujourd'hui par une étude de Santé publique France. Près de 30 000 cas d'asthme seraient ainsi évitables chaque année chez les enfants de 6 à 11 ans par une réduction des expositions au formaldéhyde, un marqueur de pollution issu de sources internes. Comment pourrait-on éviter ces 30 000 cas, me demanderez-vous? Eh bien tout simplement en aérant les classes, c'est ce qu'il manque. En fait, il y a des matériaux de construction, des meubles, des fournitures scolaires, des produits d'entretien. Tout ça crée un certain nombre de pollutions dans les salles de classe, responsables de cas d'asthme. Eh bien, si on aérait un petit peu plus les salles de classe, ça irait beaucoup mieux pour la santé des plus jeunes. À bon entendeur. Merci beaucoup, Guillaume. De 2,5 millions en 1950 à près de 500 000 en 2020, selon le dernier recensement agricole, la baisse de la population d'exploitants se poursuit en France. Ils sont nombreux à manifester ces derniers jours. Mais quelles sont les raisons de leur colère? Comment motiver et aider surtout les futurs agricoles à continuer leurs études en filière agricole et à s'installer, parfois malgré les galères? On en parle avec nos invités en plateau. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Laurence Dautré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire général du SNETAP FSU. Et face à vous, Rémi Pro, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur du campus Bougainville de Brie-Comte-Robert. Alors, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont transmis plus d'une centaine de mesures pour sortir de la crise agricole qui enflamme les campagnes françaises, mais pas que. Elle enflamme tout le reste de la France. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, détrompez-moi, que tout le monde se sent concerné par cette crise agricole. On est presque au-delà de cette fameuse crise des Gilets jaunes dont tout le monde parlait à l'époque, qui vraiment concernait toute la France. Rémi Pro? Oui, effectivement, le monde agricole touche tout le monde dans la mesure où le monde agricole est un secteur primaire et sens économique. Donc on parle de souveraineté alimentaire au niveau du ministère, c'est sa dénomination actuelle, et on parle d'alimentation. Et là, ça ne peut que toucher tout le monde. Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est une crise en fait actuelle qui est une crise de société, qui va bien au-delà de la crise agricole, qui est une crise de société. Et elle touche toutes les questions fondamentales qu'on se pose aujourd'hui sur qu'est-ce que je veux manger, quel paysage je veux avoir, quelle nature je veux avoir. Et bien évidemment que c'est tous ces sujets qui sont embarqués dans le conflit qu'on traverse aujourd'hui. Voilà, un conflit assez compliqué, effectivement, beaucoup de choses à dire, d'autant qu'il y a autant de filières agricoles pratiquement que d'élèves, donc c'est assez compliqué. Oui. Revenus en baisse, normes imposées, suradministration, règles européennes, tout un tas de choses, évidemment, on ne va pas développer totalement aujourd'hui, puisque ici on est sur Scoop pour parler aussi et surtout des jeunes et de la filière agricole, de l'enseignement finalement agricole. Mais c'est vrai que dire que nous importons plus que nous vendons, qui est quand même un paradoxe quand on sait que la France est la première puissance agricole européenne, c'est vrai que le constat est clair et donc de nombreux agriculteurs aujourd'hui le disent, ils ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Autant d'une situation qui, on vient de le dire, touche vraiment tout le monde, tous les trois ici et tous ceux qui nous regardent se sentent concernés par cette situation. On a envie d'être là et d'être aux côtés de tous ceux qui le vivent. Est-ce que le discours de politique générale de Gabriel Attal déjà vous a rassuré hier? Vous l'avez entendu, Laurence Dautré? Alors, ce discours... personnellement et au titre de l'organisation syndicale que je représente, on ne peut pas dire qu'il nous a rassurés. Nous nous sommes bien sûr attardés sur le volet éducatif et agricole, puisque bien évidemment le syndicat que nous représentons de l'enseignement agricole, syndicat majoritaire, se préoccupe de ces deux questions-là. Et il ne nous a pas convaincus. Sur le côté éducatif, son discours était un discours très autoritaire, finalement. Aujourd'hui, les jeunes... contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeunes ont une conscience, sont très éclairés, l'étaient sans doute beaucoup plus que je ne l'étais à l'époque et beaucoup plus que certains de leurs parents. Et les jeunes, ils sont... Alors,
je ne vais pas utiliser l'expression génération climat, mais nous avons aussi ces jeunes dans nos établissements. Des jeunes qui aiment leur métier, qui ont envie de devenir agriculteurs, qui disent leur amour de la terre, leur passion pour le vivant, leur passion pour la nature, et qui, vous voyez, ces discours très autoritaires ne peuvent pas répondre, en tout cas, de façon légitime aux questions que se posent les jeunes aujourd'hui, a fortiori dans nos établissements agricoles. Et il me semble que relever les défis de la transition agroécologique, ça c'est quelque chose, effectivement, une parole politique, au-delà du service civique. Le service civique écologique, pour moi, c'est une mesurette. Mais vraiment dire, vous êtes la génération qui va faire cette transition et nous comptons sur vous, pour nous, ça aurait été un discours, en tout cas, qui pouvait aller dans le sens de ce que veulent entendre les jeunes aujourd'hui. Une réaction ça n'a pas aussi. été le cas. Rémi Pro, comment vivent justement tous les jeunes de votre campus? Je le rappelle, vous êtes directeur du campus Bougainville de Brie-Contrebert. Ils sont attentifs à la situation actuelle, mais ils en avaient conscience bien avant. Bien sûr. Voilà, donc rien ne les surprend pour l'instant. Et ils ont envie de voir évoluer les choses pour pouvoir pérenniser leur avenir dans ces filières-là. Voilà. Solidaire avec la colère actuelle, en tout cas avec les revendications, pardon. Oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Avec toutes les disparités qu'il peut y avoir, et vous l'avez évoqué, d'un agriculteur, un type d'exploitation, un type d'exploitation, un type de culture. Donc effectivement, c'est assez diversifié à ce niveau-là. Voilà. Parmi donc les problématiques du monde agricole, et donc on va se concentrer évidemment sur les jeunes, sur nos jeunes, les difficultés pour les jeunes agriculteurs, eh bien de reprendre une exploitation. Gabriel Attal, en déplacement en Indre-et-Loire il y a quelques jours, avait dit « Ça me rend dingue d'entendre qu'il y a des jeunes agriculteurs qui attendent leur aide à l'installation depuis 1 an, voire plus. » Cette réaction, elle me paraît surréaliste, pardon, mais je peux avoir une réaction, s'il vous plaît, quand même, Rémi Pro. Il y a 2 points. Il y a effectivement la reprise de l'exploitation qui fait que sans foncier, on en trouve beaucoup. Les jeunes n'ont pas nécessairement les capitaux du foncier issu de la famille pour reprendre une exploitation. Et là, c'est une difficulté de reprendre une exploitation. Ça, c'est un premier point. Et donc, il y a peut-être des leviers. Ça a été évoqué pendant les discussions qu'il y a eu via le ministre dans les divers établissements et les partenaires de l'agriculture. Et après, il y a le deuxième aspect qui est... j'ai perdu le fil. Non, mais c'est l'installation, c'est-à-dire que leur aide à l'installation pendant 1 an, voire plus. Oui, c'est ça. Après, c'est un problème plus, on va dire, structurel, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés, effectivement, de paiement. Il y a des personnes qui gèrent dans des structures administratives les dossiers, et après, il y a une mise en paiement, et ça peut être long, effectivement. Mais que le Premier ministre dise, ça me rend dingue d'entendre qu'il y a des jeunes agriculteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, bon, on le comprend, il a été nommé il n'y a pas très longtemps. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est un vrai... Ce que relèvent les agriculteurs aujourd'hui, d'ailleurs toute la société française, le problème de la suradministration, de la complexité à pouvoir tout d'un coup dire j'ai envie de travailler, donc je vais travailler, est tout à fait réel, et il en prend conscience là? Laurence Antraine. Alors, oui, c'est assez... Alors ce propos, moi aussi, quand je l'ai entendu, il m'a un petit peu surpris, pour 2 raisons. D'abord, ça veut dire effectivement que le ministre, alors on va lui accorder la jeunesse dans le poste. Premier ministre. Voilà, Premier ministre, pardon, tout à fait. Donc c'est cette jeunesse dans le poste. Donc ça veut dire effectivement qu'il n'avait pas mesuré ça, qui est vrai. Après, attention, je n'en ferai pas une généralité. Parce qu'effectivement, les questions aujourd'hui d'installation au niveau administratif sont longues, ça c'est vrai, tous les agriculteurs, les jeunes agriculteurs le disent, mais n'en faisons pas une généralité. Et moi je pense que le problème de l'installation, il n'est pas tant là aujourd'hui, il est vraiment sur la question de l'accès au foncier. Et toute la question aujourd'hui de l'organisme qu'on appelle la SAFER, qui est l'organisme qui gère les transmissions et puis le sol, cet organisme-là, il a été... Aujourd'hui, il ne peut pas remplir ses fonctions correctement. Pourquoi ? C'est un organisme qui avait vraiment une vocation pour le bien commun, pour la collectivité et pour cette transmission de terre, qui au fil des années et sur les dernières décennies a perdu quand même une partie de ses subventions publiques pour en faire aujourd'hui finalement presque un organisme privé, vous voyez, de gestion de transmission de terre. Donc c'est toutes ces questions-là qui vont bien au-delà d'un
problème administratif et de lourdeur administrative qui existe, c'est un fait, mais le problème fondamental est aujourd'hui le fonctionnement de la SAFER, et avec une loi qui serait bien évidemment nécessaire. Et aujourd'hui, les jeunes, ils disent ça. Il y a un problème, effectivement, et ce problème d'installation, il est majeur. Pour qu'on se rende compte bien de la situation, un jeune qui veut s'installer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme aide à sa disposition ? C'est les dotations aux jeunes agriculteurs c'est en fonction vraiment de la formation qu'ils ont eue, le diplôme qu'ils ont eu. De la région aussi ? De la région, ça peut être le cas, c'est varié d'une région à l'autre, effectivement. Et puis de la structure qu'il envisage de reprendre. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est très, très vaste. Des aides fiscales aussi qui peuvent permettre une installation, des aides sociales ? Non, à ma connaissance, non. Non, je pense que les aides, elles dépendent aussi du diplôme. Oui. Pour avoir, par exemple, l'aide à l'installation, il faut avoir un bac pro, c'est le diplôme minimum, un bac pro pour s'installer. Donc ça, c'est un critère sous aide sociale. Vous parliez à l'instant des jeunes qui sont engagés pour le climat. Effectivement, c'est un vrai souci. On sait aussi que les jeunes, effectivement, c'était le premier sujet pendant la présidentielle. Tout à fait. Leur engagement, justement, pour l'écologie, pour une vie en adéquation avec la nature et une protection de notre planète. C'est un terme un peu usé comme ça, mais en fait qui veut vraiment dire quelque chose. Et d'autant plus aujourd'hui, quand on voit cette colère qui est grandissante, quand on parle ces jeunes qui veulent s'installer et qui veulent en même temps s'installer, pouvoir vivre correctement et en même temps appliquer justement les normes réglementaires face à ces défis écologiques. Est-ce que c'est possible ? On les aide ? Je crois que c'est un des points de la crise actuelle. Et les jeunes, ce matin, je me suis entretenue avec un directeur d'établissement dans lequel il y a les jeunes sont en action, sont en soutien devant l'établissement, soutiennent le mouvement et sont donc depuis 3 jours devant l'établissement. Donc c'était intéressant j'ai voulu prendre un petit peu l'avis du directeur qui ne s'est pas du tout immiscé dans le mouvement, voilà. Et donc les jeunes, ce qu'ils disent, donc là dans un établissement de milieu rural avec une majorité de jeunes qui va être agriculteur, qui va produire. Et les jeunes, ils disent, on aime notre métier. On a choisi cette formation par l'amour de notre métier, l'amour de la terre, et c'est vraiment quelque chose que l'on veut faire. Ça, c'est la première chose. C'était très, très... et le directeur me disait, je l'ai vraiment remarqué, c'était un propos qui était très fort. Parallèlement, il y a l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est de ne pas vivre dignement. Voilà. Donc aujourd'hui, le souci, c'est effectivement être rémunéré, vivre correctement et avoir cette conciliation, comme tous les jeunes d'aujourd'hui le veulent, vie de famille, vie professionnelle et normes environnementales. Et ils disent, si nous vivons dignement, si nous avons un salaire rémunérateur, les normes environnementales, ce n'est pas un sujet, bien évidemment, qu'on est pour protéger la nature. Rémi Pro, vous êtes directeur du campus. Vous aussi, vous avez cette envie. Et est-ce que peut-être c'est un besoin ou non, justement, c'est ma question, de motiver les troupes, c'est-à-dire de dire aux jeunes, non seulement la vie peut être décente, vous pouvez avoir une vie heureuse, mais en plus, je suis là, évidemment, pour vous aider. Bien sûr, on est dans cette optique-là. Après, effectivement, les chiffres et les manifestations qu'on peut connaître actuellement montrent qu'il y a un réel problème. Donc, malgré l'envie et leur dire que on va vous accompagner pour vous aider le plus possible, pour vivre dignement, pour respecter des normes environnementales. Mais ça, je pense qu'au niveau de la jeunesse, pour les normes environnementales, il n'y a pas besoin de texte. Ils en sont très sensibles. Si on arrive à leur trouver des alternatives à l'utilisation de produits plus verts, on va dire, ils sont pleinement investis dedans. Et là, ils attendent que des solutions alternatives pour y aller. Mais ils ne peuvent pas comprendre, effectivement, qu'on importe des cerises de je ne sais où, alors que ce n'est pas possible en France. Voilà. Ça, tout à fait. C'est aussi ça qui ne fonctionne pas, c'est le double discours. Tout à fait. D'accord. Et à ce niveau-là, oui. Et notamment le glyphosate. Le renouvellement des générations en agriculture n'est pas que démographique. C'est aussi un changement de modèle pour vous ou pas ? Oui. Oui. Enfin, moi, je pense que c'est un vrai changement de modèle. Ce renouvellement de génération, il est intéressant. C'est pour ça que je pense que là, c'est un point de bascule pour les jeunes et pour le monde agricole de demain. Il ne pourra pas être ni sur le modèle économique
et de développement celui qu'il a été, et ni sur la façon dont les exploitations agricoles vont être gérées. Et je rencontrais il n'y a pas très très longtemps une ferme en Bretagne où deux frères ont repris l'exploitation familiale, convertie en bio, avec un autre salarié, et ils ont... En fait, c'est du travail de groupe. On n'est plus du tout sur l'exploitation tout seul. C'est un travail de groupe avec une répartition des tâches, avec une alternance de présence un week-end tous les 3 week-ends, des horaires qui correspondent aux horaires pour aller chercher les enfants à l'école. Enfin, c'est assez intéressant. Et c'est ça aujourd'hui c'est ces jeunes-là qu'il faut accompagner parce que c'est l'attente, c'est une attente qui correspond aux attentes de toute catégorie socio-professionnelle aujourd'hui. Et à ce niveau-là, il y a aussi l'avancée technologique qui les fera progresser aussi par rapport au travail, le dur labeur qu'on entend et qu'on sait, les horaires qui sont faits, qui sont interminables à la journée. On a des avancées technologiques et qu'il faut peut-être aussi développer et avoir peut-être une recherche un peu plus forte à ce niveau-là pour apaiser le temps de travail, pour que les personnes puissent travailler dignement. Pour que les conditions de vie soient plus supportables. Voilà, tout à fait. Voilà. Après, sur ce point-là, peut-être une petite divergence. En tout cas, nous, en tant qu'éducateurs, on pense que le tout numérique, tout robotique, qui a été un petit peu le discours du président Macron, il y a 2 ans de cela, c'est un discours qui nous dérange pour l'agriculture. Mais est-ce que c'était vraiment du tout robotique? Vous l'écrivez comme ça? Parce que c'est vraiment l'humain avant tout. C'était pas considéré comme une aide davantage? Alors, justement, voilà, si c'est une aide, très bien. Et là, les jeunes et les parents ne nous ont pas attendus. Ils ont déjà ces outils. Il ne faut pas non plus voir le monde agricole comme un monde... ce n'est plus celui des années 40. Il y a déjà... les tracteurs, ils sont embarqués depuis un certain nombre d'années. Je ne dis pas que c'est bien. Ça peut conduire aussi... toutes ces formes, vous voyez, de numérique à outrance, à des formes d'endettement qui sont très très importantes, qui sont aujourd'hui un des points faibles de ce modèle économique, avec cet endettement à outrance, avec des tracteurs qui coûtent je ne sais combien, qui sont hyper connectés. Attention, c'est ça que je pense que dans l'appui du numérique doit être raisonnable et bien évidemment éviter de retomber dans un modèle qui deviendra un modèle qui favorisera l'endettement. Est-ce la même chose partout en Europe ou pas, notamment en Allemagne? En Allemagne, ils sont beaucoup sur les nouvelles technologies. Oui, d'ailleurs, au niveau de l'élevage, les principales idées arrivent d'Allemagne. On n'est pas sur les mêmes... Voilà. Et alors, pourquoi arrivent-ils, eux, à vivre comme cela et nous, non? Il me semble quand même qu'on est sur des dimensions. Une exploitation... Nous, en France, on considère encore que nous sommes sur des exploitations majoritairement familiales. On oublie les grands céréaliers, bien évidemment, mais on est majoritairement sur des exploitations familiales, 60, 70, 80 hectares, on va dire. C'est pas du tout le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, ils ne sont plus du tout sur ces modèles-là. Mais attention, parce que c'est vrai qu'on est tenté par des fermes-usines. On l'a vu, On a d'ailleurs, nous, en tant qu'organisation syndicale, soutenu la Confédération paysanne contre le projet d'une ferme-usine. Attention. J'aimerais qu'on parle évidemment, parce que tous les trois, enfin en tout cas tous les deux, parce que moi je ne représente pas encore évidemment les étudiants, mais enfin du moins je suis là pour porter une parole aussi grâce à vous. Parlons de l'enseignement agricole. L'enseignement agricole en France, ce sont 804 établissements, j'ai les chiffres sous les yeux, 217 publics, 587 privés, 134 centres de formation dont on ne parle pas beaucoup, trop peu, centres de formation d'apprentis et 450 centres de formation continue. Ça veut dire qu'en fait c'est un accompagnement aussi finalement dès la 4e, c'est ça? On commence en 4e. Voilà, 4e. Et qui continue finalement sur tout le reste de la vie, si possible, si on en a besoin? Tout à fait. En scolaire initial, lycée, on va dire, et apprentissage, on va jusqu'à la licence pro, déjà. Et effectivement, on a la possibilité, en tant qu'adulte, de pouvoir venir se former dans le monde agricole. Voilà. Et on a connu, effectivement, des années assez importantes où des personnes ont souhaité le retour à la terre et donc ont profité de nos centres de formation continue. On a des personnes avec des profils vraiment atypiques, des chirurgiens, des personnes qui travaillaient dans des administrations, qui voulaient faire de l'agriculture, retour à la nature et vivre de leurs mains, on va dire. Voilà. Et si on parle de votre centre à vous, Rémi, c'est pas pour en faire
une publicité particulière, mais c'est pour comprendre comment ça fonctionne, parce que j'ai évidemment regardé longuement le campus Bougainville. Quand on parle d'un campus, le mot est vraiment campus, hein, parce qu'en fait, il y a à la fois un lycée. Décrivez-nous l'endroit. Parce que c'est très complet. Le nom campus, quand même, déjà dans l'appellation, avant on nous appelait lycée agricole, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pour sortir un peu du carcan agricole, agricolo-agricole. Voilà, parce que quand on parle de lycée agricole, il y a des secteurs du service, il y a des serveurs de l'aménagement paysager. Ça, on les oublie complètement. On ne sait pas qu'on travaille dans ces domaines-là. Donc c'est une première chose. On a effectivement un lycée, donc en ce qui nous concerne de la seconde jusqu'au BTS, sachant qu'on a des filières générales et technologiques, des bacs technologiques et des bacs généraux, des bacs pro, cette fois-ci, bacs professionnels, et après des BTS en ce qui nous concerne. Ça, c'est côté lycée. Et côté apprentissage, on a des formations aussi identiques. On a des BTS, on a un BTS qui correspond exactement le même au lycée. Donc, c'est les jeunes qui choisissent leur rythme d'apprentissage. Il y a une ferme à Nantes. Il y a une ferme qui est notre atelier pédagogique où les élèves vont dessus à travers les travaux pratiques, travailler sur ce domaine-là, accompagnés par des enseignants bien entendu de technique et les cours sont préparés avec nos salariés d'exploitation agricole. Voilà. Les secteurs qui attirent le plus dans la filière agricole, donc large, au sens large du terme, quels sont-ils ? Laurence. Les filières qui attirent le plus, pardon. Alors, les filières qui attirent le plus, alors là, c'est très variable d'une année sur l'autre. Vous avez par exemple les filières telles que gestion de la nature, faune, flore, je résume, et les filières qui concernent la gestion de l'eau, qui, il y a quelques années, étaient des filières qui étaient vraiment très porteuses et qui recrutaient. Beaucoup moins aujourd'hui, notamment sur la filière de l'eau, alors que c'est vraiment un métier où il y a besoin, un métier en tension, et où le potentiel de débouché est hyper important, et oui, il y en a. Mais c'est une filière qui attire moins, notamment en BTS. On ne sait pas tellement pourquoi. Une raison ? Oui. Non, vous ne savez pas. Une méconnaissance peut-être aussi. Méconnaissance, c'est compliqué, voilà. Après, les jeunes, ils bougent beaucoup aujourd'hui. Ils sont très... leurs vœux, leurs aspirations, leurs intentions changent beaucoup. Donc, c'est assez compliqué. La filière viticole, par exemple, viticulture-œnologie, où on a beaucoup de lycées viticoles en France, c'est une filière en grande difficulté aujourd'hui. Y compris dans les appellations où on pourrait dire c'est corrélé à la crise viticole. Pas forcément, parce que dans les appellations finalement où ça va relativement bien, c'est plus, ça n'attire plus. Donc c'est assez compliqué. Il y a une différence de répartition entre filles et garçons, du coup, en fonction des filières. Est-ce que ça c'est paritaire ? C'est flagrant. Oui. Flagrant, suivant les par filières. exemple. Dans les filières du service, c'est exclusivement des demoiselles. Ok. Élevage bovin que des garçons. Majoritairement, il y a quand même des filles, mais c'est pas trop marginal. C'est vraiment, moi, c'est un quart de mes effectifs qui sont féminines dans le milieu agricole, pur agricole, de production. Voilà. D'accord, mais on cherche à avoir plus de mixité. On fait en sorte d'arriver à plus de mixité ou pas ? Mais c'est compliqué. Il faut quand même dire que le parcours pour une jeune fille est compliqué, notamment en apprentissage, par exemple, puisque dans les centres d'apprentis, si une jeune fille veut trouver un maître d'apprentissage dans un métier, on va dire pas environnement, donc justement c'est pas le bon exemple, mais on va prendre paysage ou même production, c'est compliqué. Trouver un maître d'apprentissage, par exemple, c'est un vrai parcours du combattant. Alors parlons-en pour des raisons à la fois très culturelles, bien évidemment. Oui. Des raisons culturelles, des raisons où on va penser forcément qu'une fille elle est moins forte physiquement qu'un garçon, que les questions, vous voyez, très très pratiques d'équipement, de sanitaire, des choses mais très très pratiques, mais qui sont des vrais sujets sur une exploitation. Quand vous avez des champs, l'exploitation elle n'est pas forcément attenante au bâti. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont culturellement difficiles à dépasser. À dépasser, vous voulez dire qu'en fait c'est ancré ou c'est un machisme latent ? C'est quoi ? C'est un machisme sur le déclin. Ah, sur le déclin ? Bien sûr. Ah. Bien sûr. Mais on le voit dans les campagnes, on voit de plus en plus effectivement de personnel féminin, soit aux différents niveaux de l'entreprise agricole. On voit que ça se féminise de plus en plus. Oui, voilà. Mais on ne leur confie pas les mêmes tâches. C'est compliqué. Alors on parle des élèves, mais il y a aussi évidemment les enseignants, les formateurs, tous ceux qui sont autour. Ah, dites-moi. Non, je voulais juste réagir peut-être pour rajouter tout à l'heure. C'est quand on parlait donc qu'un établissement agricole et cette richesse.
assez peu parlé des exploitations agricoles et des ateliers technologiques, donc qui sont présentes sur dans tous les lycées. Et pour nous, on pense que ça, c'est vraiment l'outil finalement qui est presque au cœur du dispositif, là, de ce dispositif d'enseignement, parce que tous ceux qui passent par l'établissement vont de toute façon à l'exploitation. Et nous, ce que l'on souhaiterait, en tout cas c'est une des mesures que l'on porte, y compris dans le projet de loi d'avenir et d'orientation agricole, c'est que dans chaque exploitation, il y a un espace test ou une couveuse qui permette à des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent faire leurs armes, entre guillemets, permettez-moi l'expression, voilà, que ce soit dans ces établissements. Vous voyez, le principe de l'espace test. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns dans quelques exploitations agricoles, mais ce n'est pas, à notre avis, suffisamment déployé. Et ça répond aussi à la question de l'installation des jeunes pour faire ce passage entre la fin de la formation et l'installation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grève demain des enseignants. Tout à fait. Est-ce qu'une partie des enseignants donc, de l'enseignement agricole fera grève? Question. Oui, ça arrive régulièrement. Après, difficile à quantifier. Voilà. D'un établissement à l'autre, c'est très variable et en fonction des revendications également. Donc, mais est-ce que les revendications sont les mêmes que dans la... Alors, je rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que l'enseignement agricole dépend du ministère de l'Agriculture, ce qui n'est pas la même chose que le ministère de l'Éducation nationale. Pour autant, on sait que beaucoup d'enseignants donc, du monde agricole vont se joindre effectivement à la grève de demain qui sera portée évidemment voilà, par tous les enseignants, enfin beaucoup d'enseignants en France. Est-ce que les revendications sont les mêmes? Est-ce que les conditions de travail sont très dures? Est-ce que, pareil, les rémunérations des profs sont vraiment insuffisantes? Dites-moi. Alors, donc bien évidemment, le SNETAP-FSU appelle l'ensemble des collègues à faire grève demain. Donc bien évidemment, nous relayons cet appel. Les revendications sont très largement communes avec la plateforme de revendication qui est celle de demain. La rémunération, bien évidemment. Les conditions de travail qui se dégradent. On parlait un petit peu de l'empilement administratif. On est aussi, y compris un enseignant aujourd'hui, un peu pris par cet empilement. Et des fois, il se dit, j'ai l'impression que j'ai plus le temps de faire mes cours. Et puis, concernant l'enseignement agricole public, un autre sujet, là, qui est un petit peu notre sujet, notre conflit avec le ministre de l'Agriculture, qui est notre ministre, comme vous l'avez dit à juste titre, qui en fait, pour une règle de gestion qui, soi-disant, n'est pas budgétaire, en tout cas, compte ne pas compter de la même façon les heures d'enseignement qui seraient données en pluridisciplinarité. Donc la pluridisciplinarité étant vraiment quelque chose d'important auquel on tient, nous, dans l'enseignement agricole, le fait d'enseigner avec 2 enseignants, voire 3. Notre ministère a décidé cette année, et ce sera généralisé l'année prochaine, de compter 0,77 heures au lieu d'1 heure pour faire le temps de face à face. Donc nous avons découvert ça tout à fait par hasard. Nous sommes en conflit depuis le mois d'octobre. Le ministre ne répond pas à notre demande de retrait de cette mesure, à minima d'un moratoire. Vous voyez, on a même été jusqu'à lui demander un moratoire. Il refuse. Est-ce que vous pensez que la crise des agriculteurs aujourd'hui, avec cette voix qui est portée, qui est généralisée partout en France, va permettre d'être davantage entendu sur cette question des 0,77% ? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Et puis, non, je ne saurais pas le dire. Ce qui est certain, c'est que le 23, nous étions en action nationale. Nous avons occupé 5 directions régionales, donc l'équivalent de rectorat. Nous avons été dans 2 chassés par les forces de l'ordre. En tout cas, que le ministre nous ait répondu. Bon, en tout cas, j'ai compris que vous appelez à la grève demain et que vous serez là demain. Dernière toute petite question, est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui se désolidarisent de la FNSEA? Rémi Pro. Non, je ne pense pas. Ils sont à l'écoute, de ce qui se passe. Je pense que les jeunes, ils sont à l'écoute alors forcément de celui qui parle le plus et qui est considéré comme le syndicat majoritaire, bien évidemment, mais je pense qu'ils sont aussi sensibles à d'autres voix et d'autres syndicats. Notamment la vôtre. Non, mais d'organisations agricoles. Je pense qu'ils sont dans le sud-ouest, par exemple, ils sont assez sensibles au MODEF. Le MODEF, on n'en a pas du tout entendu parler lors de ce... C'est un syndicat professionnel. Oui, important, important dans le sud-ouest. Vraiment
une poche importante. Les élèves dans le sud-ouest, oui, forcément qu'ils écoutent ce que dit Ils vous entendront demain et peut-être qu'ils se prononceront. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été sur ce plateau. Laurence Dautrey, je rappelle que vous êtes co-secrétaire générale du SNETAP FSU. Et Rémi Pro, merci beaucoup d'avoir été aussi avec nous, directeur du campus Bougainville de Brie-contre-Robert. Merci. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT. Alors si je vous dis sorcier, baguette magique et Poudlard, un nom vous vient forcément à l'esprit. Et oui, évidemment, nous allons parler d'Harry Potter aujourd'hui dans le Grand JT. Et plus précisément de la 10e nuit des livres d'Harry Potter. L'événement aura lieu du 1er au 4 février. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Edwige Pasquet. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais je suis ravie, vous êtes présidente de Gallimard Jeunesse, très très belle maison d'édition. Cette année, le thème, c'est les lieux, ce sont les lieux magiques. Absolument. Alors, dans Harry Potter, vous en avez un certain nombre. Et oui, c'est ça, exactement. Alors, donc, j'ai tout noté. De la voie 9, 3 quarts, on appelle ça, à Préolard, du Terrier au ministère de la Magie, vous allez pouvoir explorer le monde des sorciers à travers toutes sortes de jeux et d'activités plus magiques les unes que les autres. Ça veut dire quoi? Qui vont se dérouler en librairie. J'ai déjà envie d'y être. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour la nuit Harry Potter, si vous voulez, les libraires restent ouverts. Et effectivement, organisent dans leur librairie des fêtes. En fait, c'est une grande fête de la lecture aussi, quelque part. Oui, c'est ça, c'est une grande manifestation. On peut décorer. C'est la librairie. Nous procurons aux libraires des kits, si vous voulez, des kits de décoration, bien sûr, mais aussi tout un livret de conseils pour qu'ils puissent organiser à l'intérieur de la librairie des concours. Et les 2 gagnants, il y aura un enfant et un adulte par librairie, ainsi que le libraire, pourront participer à la Nuit des Sorciers qui aura lieu le 15 juin. Nous sélectionnerons une quinzaine de librairies et le gagnant de la Nuit des Sorciers ira à Londres dans les studios Harry Potter. Waouh, alors attention parce qu'on appelle ça un Potterhead, c'est ça? Potterhead, ouais. Un Potterhead en plateau. Alors qu'est-ce qui va m'arriver? On va faire un petit montage en post. Je suis restée bloquée. Non, c'est génial. Mais il y aura des tours de magie justement. On pourra faire des potions magiques. Alors ça dépend des librairies. Il y en a qui effectivement préparent tous les liquides pour des potions magiques. Il y en a qui au contraire préparent des gâteaux. Il y en a qui préparent des jeux. Alors, tous, généralement, préparent des jeux, si vous voulez. C'est ça qui est amusant. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez ces libraires, il y en a aujourd'hui près de 350 qui restent ouverts. C'est quand même un événement étonnant, si vous voulez. C'est quelque chose de spécial. Vous trouvez toutes les générations. Vous trouvez des enfants jeunes, des moins jeunes, qui découvrent Harry Potter, les plus jeunes, ou même des enfants, des collégiens qui découvrent Harry Potter. Et puis au contraire, vous avez toute une population de fans qui est ravie de retourner jouer. Voilà. Eh ben oui, forcément. Alors cet événement attire les foules, vous y serez forcément. Absolument. Moi, j'ai mon déguisement d'Harry Potter, j'ai les lunettes, la cicatrice. Le chapeau. Et le chapeau, le chapeau, évidemment. Oui, bien sûr. Le chapeau, bien sûr. Et vous buvez de la... Comment ça s'appelle là? De l'hydromel. Non, c'est pas ça. La bière au beurre, non? Ah, il y a la bière au beurre. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs. Jamais d'alcool, donc je fais pas ça. Ah, pardon. Oui, modération, attention. Alors, donc, traduit quand même en 80 langues, on va revenir quand même sur la grande histoire, j'allais dire la petite histoire, mais c'est une grande histoire. Traduit en 80 langues, les 7 livres d'Harry Potter, eh bien, c'est un succès énorme, écrit donc par J.K. Rowling. Ils sont écoulés à plus de 500 millions d'exemplaires dans 200 pays différents. C'est complètement dingue, cette histoire. Un succès qui n'était pas forcément pressenti par les maisons d'édition au départ, en Angleterre. Ils ont le flair. Pas du tout. Mais vous savez, c'est la caractéristique d'un éditeur. C'est de sentir, d'aimer, de s'intéresser à quelque chose et puis de prendre le risque de publier. Parce que 11 maisons d'édition en Angleterre ont refusé le manuscrit avant de le prendre. Et vous, Gallimard? Chez Gallimard, nous avions une éditrice qui était à Londres, qui, par son réseau, a eu l'occasion de lire le manuscrit. Le livre n'était pas encore publié en langue anglaise. Elle a lu le manuscrit, a tout de suite eu un coup de cœur et effectivement nous a apporté et s'est engagée sur ce titre. Donc si vous voulez, voilà. Et effectivement, on peut comprendre aussi au départ que c'était difficile parce que si vous voulez, quelque chose qui se passe dans une école élitiste en Angleterre avec un système éducatif qui n'a rien à voir avec la France, enfin je veux dire, voilà, c'était un risque. Mais elle a perçu les qualités des personnages, enfin la qualité de l'auteur, si vous voulez. Elle a tout de suite s'est rendu compte du grand auteur qui se développait. Et puis à l'époque, si vous voulez, quand vous parliez de 7 ouvrages,
puisque Harry Potter a grandi de la 6e à la terminale. À chaque fois, c'était chaque année, enfin, Harry Potter grandissait. Quand vous parliez de cet ouvrage, c'était quelque chose de tout à fait incroyable. Enfin, je veux dire, ça n'existait pas. Donc déjà, entendre cet ouvrage, mais 3 manuscrits étaient disponibles. Donc quand elle a lu le premier manuscrit, elle s'est dit, ah, voilà. Et c'est ce qui est... Mais jamais au monde, personne n'a imaginé le succès que ça rencontrerait. Et oui, si bien vous sûr. me dites, oui, je connaissais quelqu'un qui a dit que... Non, non. Oui, c'est ça, c'est complètement dingue. Jamais. Est-ce que aussi Harry Potter a amené aussi beaucoup plus d'enfants, de jeunes, à aller vers les livres, la découverte des livres jeunesse? Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu une influence inouïe. Bon, il est très connu qu'Harry Potter a fait lire bon nombre d'enfants. Après, il y avait une caractéristique, c'est que les parents se disaient, mais pourquoi ces enfants dévorent? Donc ils lisaient Harry Potter, ils lisaient eux-mêmes. Donc c'était une lecture transgénérationnelle. Mais au-delà de la lecture, Harry Potter a fait beaucoup écrire. Il y a toute une génération qui s'est mise à écrire des fanfictions. Ça n'existait pas, si vous voulez. C'était quelque chose d'inconnu. Et puis, autre chose, il y avait une tendance qui consistait à dire il faut des phrases simples pour les enfants. Il n'y a pas plus compliqué que d'Harry Potter. Il faut des volumes pas très volumineux. Harry Potter, il y a un volume qui était jusqu'à 1000 pages. Donc, si vous voulez, voilà, c'était à l'encontre de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et puis, il y a 2 auteurs que nous avons publiés la même année. J.K. Rowling, qui est ce grand auteur vraiment très exceptionnel, et un autre auteur, Philippe Pullman, qui a écrit Le Royaume du Nord. Et tous 2 ont donné envie à toute une génération d'auteurs d'écrire des ouvrages pour la jeunesse. Vous prenez Timothée de Fontbelle, vous prenez Christelle Dabos, vous prenez La Passe Miroir, par exemple, Timothée de Fontbelle, avec Alma qui va arriver le 3e volume. Voilà, ils ont écrit pour cette génération, et c'était aussi le début de toute une littérature très importante pour la jeunesse. Avec des livres reliés sublimes. Ouais. Merci, voilà. Vraiment. Une question un peu de perspective, de prospective, mais avec l'essor de l'intelligence artificielle et des outils de génération automatique de langage, est-ce que vous avez peur pour ces auteurs? Est-ce que demain on aura Harry Potter mais écrit par ChatGPT, voilà, un nouveau best-seller? Déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'essayent à ça. Voilà. Je pense que si vous voulez, le talent d'un auteur comme J.K. Rowling, parce que elle a créé un univers absolument incroyable. Justement, avec des lieux magiques, des personnages étonnants, enfin des animaux étonnants. Tous ces termes ne sont pas des termes par hasard. Chacun des termes qu'elle a utilisés provient soit d'une légende, soit de religion, soit de la mythologie. Enfin, je veux dire, il y a une somme de connaissances en amont qui est absolument ahurissante. Et puis, de faire grandir ces personnages, et aujourd'hui de mettre en valeur toutes ces valeurs universelles qui restent et intemporelles, l'amour, l'amitié, le courage, la recherche de la vérité, le bien et le mal. Et puis Harry Potter, finalement, c'est un enfant ordinaire. Il n'aime pas aller en classe, il n'aime pas suivre les cours, il se fait comme tout le monde. Il a des peines de cœur. Mais il est curieux, c'est un enfant normal en fait. Il est hyper curieux. Mais en revanche, les 3, Hermione et Ron, Hermione par exemple, c'est parce qu'elle l'a suivi et parce qu'elle a découvert tous ses cours qu'elle a sauvé. Elle a eu un rôle très important. Donc il met en valeur l'éducation. Enfin, je veux dire, c'est une histoire d'aujourd'hui, mais qui se passe dans le monde de la magie. Donc les machines ne remplaceront jamais... moi, je pense que cette touche de J.K. Rowling, il va falloir se lever tôt pour... Et vous recevez jamais de manuscrits dont vous pensez qu'ils peuvent avoir été écrits? C'est vraiment ma fascination du moment. Écrit par une intelligence artificielle. Je pense qu'il y en a qui existent sur le marché. Nous repérons immédiatement quand c'est l'intelligence artificielle. La question ne se pose même pas. Parce que c'est déshumanisé, parce qu'il y a quoi? Il n'y a pas de ressenti. Qu'est-ce que ça manque de quoi? Il y a du copier-coller d'un certain nombre de choses. Si vous voulez. Il manque cette petite touche aujourd'hui. D'abord qu'il a la personnalité de l'auteur, le sentiment de l'auteur, ce qu'elle peut donner à l'auteur. Ça, c'est ce que l'auteur peut donner, effectivement, un auteur se livre, un auteur se met à nu dans son texte. C'est pas encore, on n'est pas encore là. Je crois que le plus grand prix de récompense japonais a récompensé un livre qui avait été écrit sans le savoir par une intelligence artificielle. Ça peut arriver, si vous voulez. Ça dépend à quel public vous adressez, ce que vous recherchez, voilà. Mais ça laisse de l'espoir de se dire que les auteurs auront toujours quelque chose de plus que la machine. Je crois, il me semble, au flair, que Guillaume Ouattara est en train d'écrire un ouvrage qu'il va vous soumettre chez Gallimard. Non, mais attendez, peut-être qu'il y a des auteurs qui vont se faire aider d'un point de vue connaissance sur un pays parce qu'ils veulent aborder ce pays dans leur manuscrit. Je veux dire, tout peut arriver. Mais enfin, la dernière touche finale, je pense, ce qui fait la différence pour l'instant,
il va falloir... Alors une vraie différence aussi parce que non seulement ces livres sont absolument fantastiques à lire, mais en plus ils sont beaux à regarder. Vous sortez des éditions qui sont sublissimes, ça devient un objet de collection finalement. Bien sûr, bien sûr. C'est très important, c'est tout un ensemble. Hein. Et J.K. Rowling y est attachée elle-même. Voilà, donc là ce sont... Effectivement, c'est le 7e volume, c'est un événement, c'est le 7e et dernier volume. Donc là, ça a son poids, hein. L'ensemble de la saga Harry Potter a été décliné et c'est un volume par maison. Donc vous avez Gryffondor, c'est le 7e volume, décliné par la maison. Et à la fin, vous avez effectivement quelques pages bonus qui vous donnent beaucoup d'informations sur la maison. Et un petit coffret collecteur qui est vachement sympa, qui permet du coup, notamment à la saga, si on en avait besoin, de se renouveler. Alors, un petit mot. Ça, c'est effectivement quelque chose qui permet d'enrichir la saga. C'est qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui viennent compléter avec des informations, avec des jeux, avec, voilà, qui viennent compléter cette œuvre de Rowling. Et je vous voyais par exemple avec Baguette Magique, là, effectivement, elle accompagne un ouvrage qui vous donne beaucoup d'informations sur tous les sorts. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est la famille Weasley qui est abordée. Et effectivement, il vous décline. Alors, qui ne connaît pas les frères Weasley, qui aimait bien les farces, qui aimait bien toutes les farces et attrapes, effectivement, ils avaient même monté une boutique de farces et attrapes, voilà. Et vous avez des tas d'informations sur comment monter des cartes, des jeux. Il y a des cartes. C'est tout un. C'est une déclinaison d'activité. Edwige Pasquet, quand avez-vous lu le premier Harry Potter? Il y a longtemps, je dirais il y a plus de 25 ans. Il y a plus de 25 ans, donc au tout début. Ouais, absolument. Au tout début. Vous étiez déjà dans la maison Gallimard. Et puis voilà, cette chance. Et dès le départ, vous vous êtes dit, c'est fantastique. Vous avez accroché. Oui, accroché, oui. Imaginez ce qui allait arriver, non. Ouais. Non, absolument pas. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé dès le départ, c'est que vous aviez du bouche à oreille dans les cours d'école. Ce sont les enfants qui se sont appropriés. Et effectivement, vous savez que la première édition d'Harry Potter, à l'époque, a été faite au format de poche. Les grands formats comme ça n'existaient pas. N'existaient pas, bah oui, forcément. N'existaient pas. Depuis, vous en avez 2800 par an. Hein. D'ailleurs, vous parlez de l'école. Est-ce que c'est une bonne chose aussi, pourquoi pas, d'aborder toutes les questions classiques de lecture, évidemment, de français et autres, par le biais d'Harry Potter? Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui l'utilisent. Beaucoup de collèges, si vous voulez, d'écoles et de collèges, parce que vous avez beaucoup de thématiques qui viennent rencontrer les thématiques qui sont enseignées effectivement dans les écoles ou les collèges, que ce soit l'école primaire ou le collège. La question du harcèlement, par exemple, avec le fantôme de Ginny, oui, qui se fait enfin, c'est aussi une manière d'aborder le harcèlement scolaire. Elle pleure, elle raconte absolument, absolument. Vous avez énormément d'ingrédients, je dirais. Mais ce ne sont pas des ingrédients, ce sont des vêtements ou des histoires, des aventures qui peuvent recouper des recommandations au niveau de l'éducation nationale pour découvrir un texte, une langue. Voilà. Donc la langue est très riche. L'événement, notez-le, du 1er au 4 février, 10e nuit des livres d'Harry Potter, qui se passe donc à peu près dans 350 librairies dans toute la France, c'est bien ça? Absolument. Des événements, donc ateliers, rencontres, décors, potions magiques, jeux. Concours à l'intérieur de la librairie pour arriver à la finale. Voilà. Le 15 juin. Si on y arrive, pour pouvoir donc prendre le train, direction Londres. Voilà. Et Poudlard. Et Poudlard, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Edwige Pasquet. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci, présidente de Gallimard Jeunesse. Et bravo. Merci à tous les deux. Et puis, bonne fête de la nuit Harry Potter, qui est une fête du livre, de la lecture et avant tout d'Harry Potter. Merci beaucoup. Bien. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Son invité cette semaine est l'acteur Salim Keshiouch. On a parlé du fait que tu sois acteur, mais est-ce qu'il y avait un autre métier plus jeune qui te faisait rêver, que tu aurais aimé exercer? J'avais un penchant pour le sport. J'ai fait pas mal de boxe. J'ai même été champion de France à la fin des années 90 et début 2000. Donc j'avais vraiment une passion pour ce sport. De kickboxing, ouais. En fait, j'ai pratiqué un peu plusieurs boxe américaine, kickboxing, boxe thaï et boxe anglaise. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un documentaire super sur Mohamed Ali qui m'a vachement touché, que j'ai vu sur Amazon Prime. D'accord. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans la boxe de à la fois dépassement de soi, à la fois tragique. C'est vraiment un miroir de nous-mêmes, j'ai l'impression de... Et tu as commencé à pratiquer à quel âge? À 13 ans. Et encore aujourd'hui, au final? Ouais, un petit peu. Maintenant, je m'entraîne, mais la compète, j'ai arrêté à 25 ans. Parce que c'est quand même difficile aussi, ça peut laisser des marques dans le cerveau. Et puis, justement, Mohamed Ali, on voit ce que ça a donné à la fin de sa vie. Est-ce que toi, tu as envisagé d'en faire ton métier, alors? Ouais, carrément, ouais. J'avais envie d'en faire mon métier, ouais. Je voulais être champion du monde. Comment tu renonces?
Et ben, en fait, ça me procurait beaucoup d'adrénaline et le métier d'acteur, enfin le cinéma m'a apporté quasiment le même effet. Alors qu'au début, non. Au début, j'avais quand même beaucoup plus de sensations. J'étais à la recherche de sensations fortes, quand même, à travers la boxe et ensuite à travers le cinéma. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Salim Keshouch pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. C'est que pour nous, la politico-anxiété, c'est le fait qu'on est angoissé par le fait que le système politique ne répond pas aux enjeux. Un petit exemple, c'est le fonctionnement des partis politiques. Aujourd'hui, pour qu'un parti politique puisse tourner, il faut qu'il ait suffisamment d'élus. Et donc, en fait, il doit assurer sa pérennité financière, notamment en ayant un maximum d'élus. Et donc, ça, c'est souvent on dépend des idées en fait, qui sont portées. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats qui ne se remettent pas en question pour laisser passer d'autres candidats, par exemple, quand il y a 2 candidats qui ont les mêmes idées, ce que je trouve parfois un peu ridicule. Et donc c'est ce système politique-là, notamment partisan, qui moi me fait flipper parce que je me dis qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux et qui ne permet pas en fait de gagner des élections et de mettre en gros les valeurs de gauche et d'écologie au pouvoir, parce que nous c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce que vous défendez vous, mais ça expliquerait aussi pourquoi les jeunes votent peu. Oui, alors c'est une question de représentation. Je pense que les jeunes votent peu pour 2 raisons principales, qui ne se sont pas représentés. Donc c'est aussi quel âge et quel profil ont les personnes qui se disent les représenter. Et dans un deuxième temps, c'est la question d'inscription sur les listes électorales. Il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui ne savent pas si ils ou elles sont bien inscrits sur les listes électorales. On a remarqué. Or ils le sont, hein, c'est automatique maintenant. Alors c'est automatique, mais en fait le fait que les gens ne le sachent pas, c'est assez problématique. Il y a notamment une ONG qui s'appelle À Voter qui travaille là-dessus, sur comment on fait en sorte que les gens soient bien inscrits dans les listes électorales. Puis il y a aussi le fait que beaucoup d'étudiants vont étudier ailleurs que dans l'endroit où ils sont inscrits. Ouais. Et donc il faut faire procuration. Procuration, c'est pas très compliqué non plus. C'est pas très compliqué, mais ce sont des freins. C'est un geste. Le premier frein en face, c'est des démarches administratives qui sont pas toujours les plus évidentes. Débacteur, redonner goût au débat, c'est justement au cœur de ce que vous faites, un projet de sensibilisation à la démocratie participative, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Est-ce que vous voulez bien nous présenter rapidement Débacteur ? Je vous remercie déjà pour votre accueil. Débacteur, on se définit comme des créateurs d'expériences citoyennes pour des jeunes dès l'âge de 14 ans jusqu'aux moins jeunes, ou qui sont encore jeunes, que ce soit les néo-citoyens ou les citoyens actuels. L'idée, c'est de retirer tous les biais d'illégitimité, de parler de la politique par rapport au débat, etc. Et on utilise pour cela le jeu. On a créé un jeu de rôle qui nous permet justement de devenir député et de resimuler ce qui se passe à l'Assemblée nationale en parlant d'une proposition de loi, d'une thématique qui peut être de l'environnement, de la société, de l'économie, et en allant justement en répartissant les personnes dans des partis politiques où elles ne vont pas choisir leurs valeurs, elles ne vont pas choisir leur électorat, et on va essayer justement de créer de l'empathie politique pour justement comprendre l'autre, ne pas s'arrêter sur ce qu'elle est, mais sur ce qu'elle dit. Et c'est là où le débat est enrichissant, et c'est là où on va pouvoir apporter un contenu et une expérience positive par rapport à la politique. Mouna, si vous deviez choisir un qualificatif pour nous décrire effectivement ce très beau concours, vous diriez quoi ? Puissant, surprenant, encourageant ? Je dirais que le but, c'est de permettre à tout le monde de s'accepter, de s'épanouir. Et c'est vraiment ça, les mots. Et aussi, maintenant, c'est plus qu'un concours. On a maintenant une quinzaine de programmes et dans toute la France, sur le bégaiement, on est dans civil. Et j'espère que d'ici 2025, on sera dans au moins 9 villes. Et on a commencé ces en 2022, donc ça grossit assez vite, notamment grâce au soutien de l'APB que je remercie chaudement. Et maintenant aussi, on s'est ouvert à d'autres différences, mais le mot d'ordre, c'est vraiment l'acceptation de cette différence. Derrière les émotions négatives, il y a des émotions positives. Et en fait, si on est triste, par exemple, sur le côté solastalgie de voir un paysage disparaître, c'est aussi parce qu'on aime ce paysage. Et donc, c'est se reconnecter à pourquoi est-ce qu'on a cette tristesse, c'est qu'il y a aussi une émotion positive derrière. Si on a de la colère face à de l'injustice, c'est parce qu'en fait, on aimerait un monde plus juste. Et donc, du coup, on a des valeurs positives par ailleurs qu'on peut défendre. Et donc, se raccrocher à ça, c'est aussi se dire, je peux être dans une forme positive, dans un combat qui est positif, parce que je sais pourquoi je lutte, pour quelle chose je lutte, pour quel modèle de société, et pas uniquement contre quoi. Et c'est du coup essayer de voir ça de manière un peu plus positive d'une certaine manière. Juste avant la récré, en quelques secondes, vous suggérez aussi de lâcher prise, en disant attention, le lâcher prise, ça n'est pas du tout le renoncement.
Oui, alors c'est important de trouver un juste milieu. Moi, je m'adresse surtout à celles et ceux qui sont, on va parler d'hypersensibilité après, mais ceux qui sont hypersensibles, alors c'est facile à dire, mais de lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas de pouvoir. C'est ça. Choisir ses combats, en somme. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et il faut l'accepter ou alors décider de mener une vie qui fait qu'on va avoir du pouvoir sur ces choses-là. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir et on peut faire des choses, notamment le fait de mettre de la pression sur ses élus. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est-à-dire que quand on est dans une démocratie représentative, on élit des gens. Ça peut être une bonne idée de voter de temps en temps. Et donc ces gens-là, alors la question à votre génération quand même. L'abstention chez les jeunes, c'est un sujet qu'on aimerait bien traiter notamment avec Tanguy parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un des premiers messages, c'est-à-dire qu'on a du pouvoir d'agir, notamment avec le bulletin, et il faut le faire. Dites aussi très justement dans une interview récente, il ne faut pas que ce soit le débat pour le débat, mais plutôt de la compréhension du sujet en profondeur, l'échange et la rencontre, effectivement, et ça, on n'en parle pas forcément assez. Vous intervenez auprès des publics scolaires, mais ça va au-delà de ça? Oui, alors nous, on a commencé pendant le confinement, en visio, avec des amis, et puis ça s'est étendu au fur et à mesure auprès des adultes, et puis il y a eu une professeure qui nous a fait confiance, je la salue, du côté de Saint-Priest, dans le Rhône, qui a dit « Banco, allons-y ». Une autre qui nous a fait confiance à Marseille, dans un lycée hôtelier, qui a dit « c'est une solution alternative ». Et donc on a commencé avec ce public-là, et on se rend compte qu'il y a un besoin énorme de la part du corps professoral d'avoir des contenus alternatifs, des façons d'apprendre de manière alternative, pas que de la théorie, mais aussi de la pratique. Et donc on essaye de toucher tous les publics, que ce soit des personnes urbaines, comme des personnes qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville, des quartiers isolés, où justement il y a un rejet de la politique, parce que c'est là où on doit intervenir. Pas nous on est une petite goutte parmi tant d'autres, mais il faut aller auprès de ces gens pour dire exprimez-vous. Et la problématique que l'on soulève aussi, c'est travailler l'écoute. C'est-à-dire que la jeunesse... C'est d'abord un travail d'écoute. Exactement. Nous, on fait de la sensibilisation, mais aussi on écoute ce qui se dit dans les débats. À chaque fin de jeu, la proposition de loi, on la compare à l'initiale et la version finale. Des fois, elle passe, des fois, elle ne passe pas. C'est l'enjeu du débat démocratique. Et en fonction de si on a des jeunes qui sont issus de milieux plutôt favorisés, défavorisés, quand on arrive à faire un mélange, on a une voix qui est entendable et qui permet justement de faire évoluer le débat démocratique, que ce soit sur l'écologie au travers d'une thématique le zéro déchet, que ce soit sur l'immigration, qui est un sujet fortement d'actualité, mais qui a été repris par les pouvoirs politiques, mais qui n'est pas pris en main par la société. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Est-ce qu'on sait pourquoi apparaît le bégaiement et il y a combien de types de bégaiement ou combien de niveaux, si je puis dire? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de définition unique du bégaiement. C'est quelque chose que beaucoup de chercheurs essayent de comprendre encore maintenant, et c'est très riche et très intéressant de se pencher sur la question. Ce qu'on sait maintenant, c'est que quand même, c'est un cerveau qui se développe d'une façon particulière, et l'état naturel du cerveau des personnes qui bégayent, c'est de produire des répétitions de syllabes avec plus ou moins de tension. Donc, on sait qu'il y a un facteur génétique, c'est-à-dire un enfant qui bégaye a plus souvent qu'un enfant qui ne bégaye pas des personnes de la famille qui bégayent aussi. Ou chez les jumeaux aussi, quand un jumeau bégaye, statistiquement, il y a plus de paires de jumeaux qui bégayent. Donc ça, il y a une part génétique. Le fait d'être un garçon aussi est un risque plus important de présenter un bégaiement. Et après, ça n'est que des ingrédients qui se retrouvent chez la plupart des enfants qui bégayent. Et après, la question, c'est qu'est-ce qui fait que ça va durer dans le temps? C'est-à-dire, généralement, ça passe tout seul, d'ailleurs, au bout de entre 6 mois et 2 ans. Ça peut mettre pas mal de temps à partir. Mais on essaye encore de chercher qu'est-ce qui fait que le bégaiement va perdurer. Et pour certains enfants, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui fait que ça perdure. Mais en tout cas, on sait que commencer un suivi orthophonique, faire une thérapie où on prend en compte l'enfant et sa famille, améliore les chances que ce bégaiement
puisse s'atténuer ou en tout cas que son impact soit le plus limité possible. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Canal 217 sur les box Orange, Canal 247 sur les Freebox et tout nouvellement sur Bouygues Télécom, Canal 124. Merci à toute l'équipe de School TV à la réalisation aujourd'hui. C'est Romain Luc au son, c'est Saïd Mamou, le maquillage Laure Edmond, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction et bien sûr Guillaume Ouattara. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Moi, Harry Potter, là, j'ai perdu 25 ans à nouveau, donc j'étais très heureux. Et les agriculteurs, du coup, vous avez suivi aussi? Les agriculteurs. Alors, j'ai beaucoup suivi les agriculteurs. Non, évidemment, mais je vous avoue que l'âme d'enfant est revenue avec Harry Potter. Bon, formidable. J'espère que ce sera la même chose demain. Merci et bonne soirée. Ciao.